Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Cécile de Ménibus. 8h49, merci d'être avec nous toujours ce matin avec ces questions santé. On en parle ce matin avec Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Et on va revenir sur les tests, Jean, puisque on dit que le seul test fiable recommandé pour le dépistage du coronavirus aujourd'hui serait le test de virologie par PCR, donc dans le nez. Le test de sérologie dans le sang est toujours visiblement en cours d'évaluation. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Pareil pour le salivaire. Mais il y a un test qui est sorti, un test israélien, qui n'est ni un PCR, ni un sérologique, et qui serait disponible en 1 minute. C'est-à-dire qu'en 1 minute, on pourrait savoir si on a été infecté ou pas. Oui, c'est absolument fabuleux de voir la créativité des gens, des industries de la santé, et qui essayent en fait de nous amener des tests de plus en plus précis, de plus en plus rapides et de plus en plus auto-utilisables, parce que finalement l'idée, ça serait que chacun puisse auto-tester à un moment donné quand il estime avoir des symptômes, et le faire simplement à la maison pendant 1 minute à un coût extrêmement faible. Donc c'est vraiment une comme un test de grossesse finalement. Quasiment. Ouais. Alors, il faut évidemment, il faut garder un peu de réserve et de mesure, et toute cette ingéniosité, cette créativité, elle doit toujours être vérifiée. Ce test israélien qui paraît absolument incroyable, en fait, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. C'est un test, c'est comme un spectre radar de fréquence dans lequel on ferait entrer le virus en aspirant l'air ou par des sécrétions éventuellement salivaires ou nasales. Et dans ce spectre radar, en fait, le virus, qui est considéré comme une nanoparticule, entraînerait une sorte de on détecterait le virus dans ce spectre radar. Donc je pense que c'est très intéressant parce que c'est instantané, il n'y a pas besoin de biologie, mais il faut quand même garder une petite réserve, parce que la sensibilité, le fait d'être capable de détecter un virus, ça c'est tout à fait crédible. Après, peut-on différencier un coronavirus d'un autre virus, d'un virus respiratoire comme la grippe ? Probablement que technologiquement c'est faisable, mais il faut quand même le vérifier, parce qu'il ne faut pas effectivement... Oui, parce qu'on est en période de virose quand même. En période de virose, c'est difficile de ne pas faire la confusion. Exactement. Donc il faudrait, alors évidemment, chaque virus a une autre forme, une autre taille, donc on peut imaginer que le spectre induit, et c'est comme ça que c'est décrit, que le spectre de chaque virus lui est propre. Donc c'est envisageable, mais évidemment il faut le vérifier. On n'en est pas encore à l'utilisation pratique, mais en tout cas c'est très ingénieux, c'est génial comme idée, et c'est tellement simple que si ça marchait, ça permettrait du dépistage, alors là, véritablement en masse, instantané pour tout le monde. Ouais. Et ce serait formidable. Du coup, ça nous emmène au standard, 0826 300 300, avec Barbara qui nous appelle de l'Aude. Bonjour Barbara, bienvenue. Merci Cécile, bonjour à tous. Et j'aurais voulu poser au professeur 2 questions qui sont pour moi étroitement interconnectées. La première est une question technique. Alors, on est perdu en ce moment car la recherche médicale semble parfois divisée à l'échelle internationale. Dès qu'un article paraît, il est contesté. Alors oui, on est d'accord, c'est un signe de vitalité de la recherche. Mais il paraît quand même qu'il y a plusieurs sources de virus qui auraient muté, et comment peut-on être certain que le vaccin qui sera trouvé correspondra à la bonne souche, voire à des mutations du virus encore à venir. Alors ça, c'est ma première question qui amène la seconde, et qui est une question, je dirais, d'ordre éthique, de simple citoyenne à un citoyen médecin, car je n'envisage pas qu'on puisse penser la médecine sans éthique. Alors, étant donné les décisions prises par les gouvernements, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, justifiées ou non, est-ce qu'on ne risque pas de voir le Covid-19 définitivement instrumentalisé par le pouvoir pour contrôler la société et les citoyens? Car des projets de loi intrusives, voire liberticides, se multiplient, et on évoque déjà une vaccination obligatoire. Alors Barbara, on va déjà répondre à la première question, parce que malheureusement on n'aura pas le temps de tout faire, mais on va répondre, Jean, à la première question de Barbara. Oui, merci Barbara. C'est des très intéressantes questions, notamment Cécile, on pourra reprendre la deuxième qui est très intéressante, je pense, pour les citoyens. Allez-y sur la deuxième alors. Alors on reprendra la première. Merci Barbara, cette question effectivement d'éthique, auquel on est très sensible, auquel, vous vous en doutez bien, le Conseil scientifique national
qui est présidée par Jean-François Delfrécy, lui-même président du Conseil national d'éthique, est très sensible aussi. Donc savoir, vous voyez, qu'il n'est pas anodin d'avoir nommé quelqu'un, quelqu'un de l'éthique à la tête du Conseil national scientifique. Je crois que c'est-à-dire que toute la communauté a conscience de ça. Vous avez raison de poser cette question. Sachez que beaucoup s'en préoccupent, que ce soit des médecins, des philosophes, des sociologues, et notamment un conseil national qui s'appelle le Conseil national de la santé, qui s'intéresse véritablement de très près, qui donne des recommandations très précises sur les problématiques éthiques et notamment potentiellement liberticides, soit des logiciels traceurs, soit effectivement des stratégies thérapeutiques et notamment de la vaccination. Ça me permet juste de faire un commentaire sur cette question et sur cette notion d'éthique et d'éthique de la vaccination. Il faut rappeler que le premier objectif dans une vaccination, l'objectif principal n'est pas du tout de protéger vous-même, c'est de protéger les autres. Quand on se vaccine, c'est un geste de solidarité et de générosité citoyenne. Vous vous vaccinez pour protéger les autres, pas pour protéger vous. Bien sûr, vous aussi, mais surtout pour protéger les autres. Donc, effectivement, il faut mettre dans la dimension dite liberticide d'une vaccination obligatoire la notion de collectif, la notion de la société. Et effectivement, on vous demande de faire un acte peut-être obligatoire, mais qui est vous protéger vous et les autres. Donc, vous voyez comme quoi tous ces problématiques très intéressantes, et je vous remercie d'avoir évoqué la question, nécessitent une vraie discussion, mais citoyenne. Elle n'est pas dans les mains des médecins, elle n'est pas dans les mains des politiques. C'est vraiment ce qu'on appelle la démocratie sanitaire citoyenne, et celle-là, il faut la promouvoir vraiment. La Covid, je veux dire la Covid maintenant. Oui, il faut dire ça maintenant. Oui. Voilà, oui, bien sûr. Il faudra vraiment promouvoir cette démocratie sanitaire citoyenne parce que on doit traiter ces questions éthiques. Donc je vous remercie encore une deuxième fois d'avoir posé ces questions très importantes pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas Barbara de nous avoir appelé. Merci de vos appels 0826 300 300. Jean, on vous retrouve demain matin. Merci Cécile, à demain. À demain, Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine. Vous continuez bien sûr de poser vos questions sur notre page Facebook Solidarité Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue, il est 8h56.